Bonjour à tous. J'espère que vous portez bien ainsi que vos proches. Je voulais déjà vous remercier de nous faire l'honneur de démarrer cette 25e journée de confinement avec nous. Voilà, c'est 25 jours de confinement. On a tous changé nos habitudes. Donc We Are Social, alors peut-être je vais déjà me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Donc je suis Sandrine Plassereau, je suis la fondatrice et présidente de We Are Social. We Are Social est une agence de création née de l'ère du web social. Donc forcément, effectivement, le digital, ça nous connaît. Et pourtant, nous aussi, on s'est réinventé en ces 25 jours de confinement. Et donc c'est aujourd'hui, on vous propose un format en YouTube Live. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, et on fera en sorte de vous y répondre, soit en direct, soit à la fin de cette présentation. Alors ce webinaire What the Future, c'est quoi? Ce webinaire, il a pour objet d'observer, en fait, de comprendre le comportement des gens. Ce premier webinaire What the Future, version digitale, conférence digitale, il est dédié à l'impact du coronavirus sur le comportement des Français. Le comportement des Français, comment il a changé, comment les gens se sont réinventés durant ces 25 jours qui risquent de durer a priori, et comment est-ce que les marques, elles ont un rôle à jouer dans ce contexte-là. Et c'est ce qu'on va essayer de voir avec Jean-Baptiste et Fabien, qui sont tous les deux au planning stratégique. Je vais les laisser se présenter. Je voulais tout d'abord, avant de leur laisser la parole, remercier tous les gens à l'agence qui ont travaillé sur ce webinaire. Et puis un petit big up notamment à David Horton qui a fait toute la création et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Donc bon anniversaire David. Voilà, merci à tous. Enjoy, et puis je reviendrai pour la conclusion. Merci. Bonjour tout le monde, du coup moi c'est Fabien et je suis ravi de vous présenter ce matin le résultat de nos recherches. Alors évidemment il y a un premier élément qui est très important dans le cadre de cette recherche, c'est dans quel contexte on a travaillé. Le contexte de cette étude il est particulier, c'est celui du Covid-19 et donc d'une pandémie mondiale qui a disrupté, on va dire, à peu près tout ce qu'on connaît dans notre vie quotidienne. Ça a disrupté notre système de santé, notre mobilité, notre économie, et évidemment, la situation de confinement qu'imposait cette crise sanitaire a modifié aussi quelque chose de radical chez nous. C'est la manière dont on va sociabiliser avec le reste des gens qu'on connaît. Et ça, chez We Are Social, c'est en effet quelque chose d'important pour nous. En effet, pourquoi We Are Social va s'intéresser à la manière dont les gens sociabilisent en ce temps de confinement? Ben, c'est assez simple, c'est parce que nous, on est une agence qui est basée sur cette étude des conversations, qu'on est convaincu que c'est dans les conversations des gens qu'on va pouvoir trouver des insights pertinents pour les marques. Et donc, ce contexte nous a fait poser deux questions pour essayer de tirer des bonnes leçons de cette situation de crise. Et donc, la première question qu'on s'est posée pour cette étude, c'est évidemment comment le Covid-19 a changé la manière dont on va interagir ensemble et comment, justement, grâce aux social media, on va pouvoir continuer d'entretenir notre lien social. Et la deuxième question, c'est évidemment comment tous ces changements-là vont changer la manière dont les marques interagissent avec leur public et vont engager avec eux sur les réseaux sociaux. Pour répondre un peu à toute cette question, on a étudié 6 différentes parties que vous voyez là sur le sommaire et dans lesquelles on va rentrer en détail évidemment au cours de cette présentation. La première partie sera d'abord un regard et une introduction sur quel était l'état de la sociabilité française en 2019. Et c'est vrai que le point de départ 2019 pour la France était particulier. En 2019, on avait en effet l'IFOP qui qualifiait et qui définissait le peuple français comme un archipel d'îles qui vont s'ignorer les unes des autres. Et en effet, dans cette étude, l'IFOP rappelait les 10 dernières années qu'avait connues la France, qui étaient chargées de problèmes sociaux, de mouvements sociaux et de crises qui avaient renforcé, on va dire, une division communautaire de notre pays, mais qui surtout pointait du doigt une croissance d'un individualisme français qui avait pourtant la réputation d'être une forme de nation indivisible et partagée par, on va dire, une culture commune. Ce contexte-là, en 2020, et surtout en fin 2019, il a changé. Puisque, en effet, fin 2019, mouvement des Yellow Vests et des Gilets jaunes, et on voyait déjà, en fait, un mouvement de solidarité globale et nationale se monter. Depuis mars 2019, on a aussi déjà 2020, pardon, on a des débuts de signaux qui montrent une croissance d'une solidarité dans le peuple français. Chez We Are Social, on a un département data et on produit nos propres data. Et sur la droite, vous pouvez voir par exemple une analyse réalisée par nous où on voit par exemple qu'un hashtag qui est devenu très crucial dans cette période, on va dire, de crise,
opère une croissance monumentale à partir de mars 2020. Tout solidaire, 80% du volume de conversation sur ce hashtag ont commencé sur ces dernières années, en réalité à partir de mars 2020. Donc on voit déjà que cette crise-là va mettre dans la bouche des gens sur les réseaux sociaux, dans les conversations des gens, des éléments qui vont challenger cet individualisme français. En effet, si on regarde quelques chiffres, depuis le début de cette crise, depuis mars 2020, on voit que les gens, au lieu d'être individualistes, vont aller vers se tourner des solutions de connectivité. En effet, depuis le début de la crise, on a remarqué une augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux en France supérieure à 30%. C'est-à-dire que premier réflexe des Français confinés, on va aller se reconnecter aux réseaux sociaux pour potentiellement parler aux gens. Qu'est-ce que font les Français sur ces réseaux sociaux? C'est important de comprendre déjà que en temps de crise, les Français, ils vont pas sur les réseaux sociaux pour s'informer. En effet, il y a seulement 6% des Français qui vont faire confiance aux réseaux sociaux comme source d'informations viables et véridiques. Ce qui veut dire en fait que sur les réseaux sociaux, les Français ils vont aller faire autre chose. Et notamment, on remarque dès maintenant que depuis le début de la crise, plus de 20% des engagements et des conversations engageantes sur les réseaux sociaux vont pas concerner des informations sur nécessairement le Covid, la maladie, son évolution politique ou son évolution dans le monde, mais vont plus concerner en fait les nouvelles habitudes de vie que les Français doivent adopter en ce temps de confinement, et notamment les nouvelles règles de sociabilité. C'est-à-dire qu'on voit que la sociabilité pour les Français en ce temps de crise est devenue un sujet crucial. Et pour, on va dire, poursuivre cet exemple-là, on voit que si on jette un œil aux applications les plus téléchargées depuis le début du Covid, on voit que les grands gagnants sont en réalité des applications qui nous permettent de nous connecter aux autres. On a évidemment WhatsApp, on va avoir Zoom qui a connu une croissance aussi là ces derniers jours assez importante, mais surtout des applis comme Discord qui sont vraiment des applis de messaging pour envoyer des messages et pour communiquer avec les gens. Donc on voit vraiment que 2020, ça nous a donné un peu un nouveau jeu de cartes. Ça nous a montré que Covid-19 allait vraiment booster une forme de sociabilité en France, et au cœur de cette sociabilité-là, allait avoir cet outil que nous on adore tant, qui sont les réseaux sociaux. Et donc cette étude-là va essayer justement de vous montrer ce qui s'est passé récemment sur les réseaux sociaux dans ce temps un peu particulier. La première situation qu'on va vous présenter ici, elle peut avoir l'air un peu évidente et je le précise là, dans cette présentation, vous allez voir des exemples. Tous les exemples ici sont français, dans le sens où l'intérêt pour nous était de vous présenter des exemples qui sont passés dans notre pays. Vous avez tous des timelines, je suis sûr, très chargés, donc vous avez tous vu plein de beaux exemples, mais ici, il sera vraiment question d'essayer de les mettre dans une perspective un peu nouvelle et d'y avoir un regard un peu frais. Donc évidemment, la première partie, elle va être assez claire parce que vous avez vu, à mon avis, certains de ces éléments-là. Mais la première réaction, on va dire, qui a été vue dans le peuple français et dans d'autres pays face à cette situation, ça a été un désir de la surmonter. Et évidemment de la surmonter grâce à un mouvement super bienveillant, super aidant et qui était vraiment basé sur l'entraide des gens. On a vu ici que dans un premier temps, le social media était vraiment recentré sur une utilisation qui était là pour connecter les gens, pour apporter aussi, on va dire, des good vibes, comme on dit sur Internet, mais un peu de positivité. Et surtout, vraiment, le mot important, c'est aider les autres, peu importe la situation. Et donc, en effet, dès les premiers jours du confinement en France, ce qui était assez intéressant de voir, c'était que les gens essayaient avant tout de s'adapter à leur nouveau style de vie et que dans cette adaptation, ils essayaient surtout d'aider les gens. Un des premiers éléments presque évidents qu'on voyait, c'était qu'en temps de confinement, c'était surtout notre relation au sport qui allait être changée. Et donc en France, on a vu plein de clubs de sport, de grande taille comme de petite taille, partager des cours gratuits, comme Néonès l'a fait. Ou alors la Montgolfière, un club de sport à Paris, qui lui a créé directement des cours spécifiques à faire dans les petits espaces et qui les partageait gratuitement sur les réseaux sociaux. Parce qu'on est en France, cocorico, et qu'on aime bien manger aussi, on a vu une très grosse mobilisation des cuisiniers et même de chefs très connus comme Cyril Lignac, qui allaient mobiliser les réseaux sociaux et leur présence sociale pour partager des contenus en lien avec la cuisine, des recettes en live, et du coup accompagner tous ces publics dans leur nouvelle vie de confinement. Ce qu'on voit, c'est que cet accompagnement dans notre vie de confiné prenait les formes et les grammaires, on va dire, d'un social media très classique et qu'on aime beaucoup.
on voyait que le social media, c'est devenu vraiment un moyen pour aider les gens dans leur confinement. Et donc, on peut noter des présences et des comptes sur Instagram comme le Confiné Libéré, qui, au travers de mèmes très drôles et qu'on vous recommande, va aider les gens à s'adapter à leur style de vie dans la quarantaine. On a aussi, vous avez pu le voir, tout ce mouvement de fête au balcon, des Français qui vont aller monopoliser leur balcon pour faire la fête parce qu'ils ne peuvent pas la faire dehors tout simplement. Mais on voit que sur les réseaux sociaux, il y a maintenant des plateformes qui aident et des forums qui aident à organiser ces fêtes. Donc par exemple, si vous voulez organiser une fête au balcon avec vos voisins de l'immeuble à côté, mais que vous n'êtes pas directement en contact, allez sur la fête au balcon, vous pourrez peut-être entrer en contact avec eux directement et organiser tout ça. Donc ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a eu un moteur d'aide, d'entraide présent sur les réseaux sociaux, et que aussi ce moteur, il pouvait vivre au travers de dynamiques très particulières. En effet, en France, on a vu que dès le début du confinement, une des requêtes les plus faites sur Google était en lien avec l'apprentissage. C'est-à-dire que les Français, une fois qu'ils sont enfermés, ils se disent OK, on va essayer d'utiliser notre temps au mieux et on va aller apprendre. Et donc, pendant que les gens cherchaient à fond sur Google les nouvelles choses à apprendre, ben pareil, les marques et les communautés ont aidé les Français, on va dire, et se sont mobilisés pour leur faire apprendre des choses. Parce qu'encore une fois, on est en France et que Cocorico, ben on a des œnologues sur Instagram qui donnaient gratuitement des cours d'introduction à l'œnologie. Vous savez que tous les enfants et les étudiants sont maintenant à la maison. On a des créateurs YouTube qui ont créé des chaînes pour que justement les parents puissent se mettre au niveau des enfants dans le parcours scolaire et puissent aider leurs enfants à faire leurs devoirs pour pas que la tâche soit seulement donnée aux professeurs sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant vraiment à ce moment-là de voir sur ce premier regard qu'on a eu pendant cette crise sur les réseaux sociaux, c'est que les social media vraiment se sont encore positionnés comme un facteur clé du maintien de notre sociabilité et que cette sociabilité, elle allait se manifester au travers de différents phénomènes ou mouvements. Le premier qu'on voit, c'est l'éducation. Le second qu'on voit, c'est là, on va dire, la cohésion entre le peuple français, cette sociabilité. Et la dernière aussi très intéressante, c'était le divertissement. En effet, on a vu que dans ces moments-là, l'entraide entre les Français sur les réseaux sociaux allait passer par ce désir d'être ensemble, de passer des moments ensemble et qui allait pouvoir nous divertir. Et dans ce contexte-là, on a remarqué qu'un format spécifique en social media commence à vraiment être beaucoup utilisé, c'est celui du format social live, c'est-à-dire les différents formats en direct qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux et qui nous permettent de partager des moments, en fait, un peu comme si on y était et qu'en tout cas, on aurait adoré de vivre dans la vraie vie. On peut noter dans cette démarche-là l'exemple de notre Chris nationale qui, elle, maintenant fait des rendez-vous hebdomadaires sur Instagram et des lives hebdomadaires avec sa communauté, ou encore même des médias français qui vont s'atteler à la tâche. Et on note l'initiative de Arte qui est United We Stream, où tous les jours, ils vont continuer d'inviter des DJ dans des lieux vides et diffuser en live les concerts et les DJ sets sur Facebook. Et donc là, vraiment, encore une fois, une sociabilité qui est accrue, qui est là pour aider les gens. On a compris la crise et on passe directement à autre chose pour passer du temps ensemble et se divertir. Et on voit que, en fait, ce divertissement devient vraiment une des mécaniques sociales principales pour les gens sur les réseaux sociaux. Par exemple, si on regarde l'image qui est à droite de cette slide, on voit une utilisatrice qui suggère qu'en effet, elle va pas regarder Netflix, elle va pas se contenter seulement de regarder Netflix. Elle va regarder ses contenus sur Netflix Party pour qu'elle puisse en fait les regarder en même temps avec ses collègues. Et on voit qu'il y a même donc des applications qu'on connaît bien comme Skype qui sont réutilisées et réappropriées pour devenir en fait des outils d'apéro et de rencontres. Donc on voit ici encore une fois que ce divertissement, ça devient une forme de langage pour nos communautés. Et on va voir qu'il y a plein de choses qui ont évolué. Du coup, je vais passer la parole maintenant à JB. Bon du coup, bonjour à tous. C'est d'ailleurs stratégique. Non, je rigole. Je vais reprendre de là où j'étais, mais enfin j'étais pas non plus très très loin. Merci de me faire signe s'il y a un moment où on ne m'entend plus à nouveau. Donc en fait, on parlait des influenceurs et du fait que du jour au lendemain, en fait, tout le monde avait eu le même quotidien bouleversé, qu'on soit une célébrité, un sportif ou un simple Français, un simple citoyen. Et en fait, cette réalité de la nouvelle influence nous a réorientés vers de nouveaux influenceurs. En fait, comme du jour au lendemain, on a tous partagé le même quotidien, et du coup, il était plus vraiment intéressant, en tout cas, il y avait moins d'intérêt à suivre Kylie Jenner dans sa grande villa de Los Angeles. Non, ce qui devenait vraiment utile, c'était de suivre des professionnels du confinement, des gens qui allaient finalement être utiles à ce nouveau quotidien. Autant rêver de grandes places, c'était terminé, il fallait maintenant m'adresser
au premier expert français du confinement, à savoir Thomas Pesquet, ou même m'orienter vers Jamie Gourmaud qui a créé un nouveau format, une espèce de C'est pas sorcier quotidien. En fait, ce nouveau quotidien a fait émerger de nouvelles formes d'influence. C'est un peu la fin du règne de Diplo, d'Al Milzerian ou de Kylie Jenner et l'avènement du règne de Jamie Gourmaud, et on est hyper content pour Jamie et pour nous d'ailleurs. Cette crise sanitaire, elle nous a aussi rappelé en social media à quel point on est tous égaux face à cette situation. En fait, on s'est rendu compte que nos influenceurs utilisaient Instagram comme nous, s'ennuyaient comme nous, et qu'en fait, derrière le compte de Karim Benzema, c'était bien lui qui scrollait, c'était bien lui qui lâchait des likes sur les pages de Momo Eni, et en fait, on les a vus comme nous, s'ennuyer et avoir les mêmes réflexes, avoir les mêmes usages social media que nous, simples citoyens. On a vu Karim Benzema échanger avec Mohamed Eni, qui certes est un influenceur, mais reste finalement un citoyen simple, un simple supporter de l'OM qui est populaire sur les réseaux sociaux. On a vu Benoît Paire et Wawrinka échanger et trinquer en live comme nous on peut le faire dans nos Skypero, et on a même vu Lena Situation avouer complètement qu'elle s'ennuyait et faire un format là-dessus. En fait, c'est un côté un petit peu rassurant pour nous. Ça nous permet déjà de les voir plus authentiques, de se rapprocher d'eux, et surtout de se dire qu'on n'est pas tout seul à souffrir. Et en fait, ça lève surtout la diabolisation, en tout cas l'image un peu diabolisée qu'on avait des influenceurs jusque-là, cette figure un peu loin de notre réalité. Et ben en fait, du jour au lendemain, elle a vécu le même quotidien que nous. Alors tout n'est pas parfait, et il y a aussi eu des sorties de route, des tonalités déplacées, des choses qui nous rappellent en fait cette influence qu'on diabolisait un petit peu jusque-là. On a vu Cardi B avoir un accès un peu trop privilégié aux soins et à la prévention et s'en vanter auprès de sa communauté. Je vais pas le rappeler, mais il y a eu le journal de confinement de Leïla Slimani qui était encore une fois un peu décalé de la réalité du confinement français moyen. Et du coup, en fait, ça nous rappelle cette réalité aussi de l'influence. Ça nous rappelle que pour nous, les Français, comme pour les influenceurs, comme pour les marques, en fait, le social media, il a des forces, mais il peut aussi être menaçant. Il faut savoir bien le gérer. En fait, certes, si on ne fait pas preuve aujourd'hui, dans cette période actuelle, d'humilité, de transparence et de citoyenneté, comme les premiers influenceurs qu'on a vus et comme les premiers réflexes qu'ils peuvent avoir, et ben en fait, à l'instar des marques, on peut avoir un backlash qui est même encore plus puissant du fait d'être dans un contexte de crise sanitaire. Voilà la réalité des nouveaux enjeux de l'influence dans cette période de confinement. Et du coup, Fabien, je te laisse à nouveau la parole et j'espère qu'on t'entendra tout aussi bien que moi. Du coup, on sait que cette crise a évidemment eu un impact sur plein d'activités de la vraie vie, notamment tout ce qui va être en lien avec les events en direct, en live. Je parle évidemment de tout ce qui est concert, sport et même en fait production de contenu comme la télé, le cinéma ou même la radio qui ont eu un impact majeur là-dessus. Et les gens sur les réseaux sociaux ont directement essayé en fait de contrecarrer ces effets-là. Parce qu'en effet, derrière cette, on va dire ce stop d'activité, il y avait des enjeux business cruciaux. Et donc, on a vu que les réseaux sociaux directement ont été utilisés comme un outil d'organisation et de maintien d'activité de énormément, on va dire, d'économies qui étaient à la base basées sur des activités en fait qui se passaient dans la vraie vie. On va dire la première industrie qui a su très bien réapproprier le social media pour maintenir son activité et continuer en fait sa fonction aussi de sociabilité, on va dire c'est le sport. En effet, le sport, on a vu, et parce qu'encore une fois on est en France et qu'on a des industries sportives parfois très actives, mais on a vu que directement le foot a su utiliser les techniques social media et les plateformes qui vont avec pour faire un report et un transfert, on va dire, de ces événements. C'est-à-dire qu'on a déjà eu un classico OM PSG qui a été reporté sur FIFA et qui a été joué non pas par les équipes de joueurs de foot professionnels, mais par un représentant de l'équipe, puis des joueurs professionnels de e-sport, puisque par exemple, le PSG a déjà une équipe de e-sport sur FIFA qui représente les couleurs de son équipe. On a également la F1 qui a décidé de créer des virtual grands prix, donc c'est-à-dire des grands prix, mais qui allaient pas non pas se passer dans la vraie vie et sur les pistes comme on le connaît, mais qui allaient se passer en réalité dans des compétitions de F1 2020, un jeu de sport. Ici, l'exemple intéressant, c'est de voir que c'est des économies qui sont déjà installées dans le e-sport depuis plusieurs années. C'est-à-dire que ce lien qu'ils ont créé avec cette communauté de gamers leur a permis directement d'aller transvaser, si je peux utiliser ce mot, leur utilisation et leur activité sur les réseaux sociaux. Mais on voit qu'il y a aussi des industries créatives qui ont su prendre ce cap-là. Et alors là, au travers de deux exemples très français et on va dire presque opposés l'un de l'autre, on voit que le social media plaît à tout le monde. Puisqu'on voit qu'en effet, on a d'un côté l'Opéra de Paris,
qui a mis en ligne gratuitement l'accès à ses plus belles représentations. Donc on peut aller regarder des opéras de Paris en stream, mais on a aussi des boîtes de nuit françaises comme Le Sucre à Lyon, qui, lorsqu'une fête qui était censée arriver un samedi de confinement est annulée, va être transportée sur Twitch. Donc Twitch, une plateforme de diffusion live, et sur laquelle justement toutes les personnes qui pouvaient et qui participaient au live sur la plateforme pouvaient commenter, envoyer des suggestions de musique, etc. Donc, reproduire encore une fois grâce au social des mécaniques d'événements qui ont été annulées dans la vraie vie. Et on a même, dans tout ce chaos que le Covid nous met, des communautés qui arrivent à émerger. En effet, on rappelle que maintenant en confinement, il y a la nécessité de produire toujours plus de contenu pour divertir nos gens. Toujours, on a des gens qui sont constamment connectés, et donc on voit qu'il y a des formes de créativité plus visuelle qui arrivent aussi à adapter leur format pour, on va dire, remplir ces nouveaux temps longs. Et donc, à la manière d'une slow TV, on a le média Le Stream. Donc, Le Stream, c'est un média français uniquement sur Twitch. Et donc, eux, ils ont créé des programmes spécifiques de slow TV de 3-4 heures où ils font en live des dessins avec des artistes, des dessins sur recommandation de la communauté, et donc qui permet de continuer l'activité, puisque sur Twitch, on sait qu'il y a notamment la possibilité de faire des dons. Et ce qui nous amène justement à un petit focus qu'on a voulu présenter chez We Are Social, qui nous paraît être une belle opportunité, c'est qu'on voit que plein de business dans la vraie vie ont leurs activités qui sont annulées. On voit que le social media devient une solution très pertinente pour transporter cette activité et avoir un maintien sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, on voit pas beaucoup de ces communautés utiliser une autre fonction des réseaux sociaux qui est le paiement. En effet, on sait que sur toutes les plateformes qui sont utilisées là, il y a la possibilité d'envoyer de l'argent. Et c'est comme ça qu'on a des opérations comme le Marathon de McFly et Carlito qui, sur YouTube, en direct sur la plateforme, arrivent à lever plus de 400 000 euros. Ce que nous, on suggère au travers de ce petit focus-là, c'est que les économies qui sont en danger, comme celles des DJ, des artistes, ou même potentiellement de sportifs ou de performeurs, en fait, cette économie-là, elle pourrait continuer sur les réseaux sociaux si ils activaient justement ces fonctions de paiement. Donc, ce qu'on attend aussi et ce qu'on espère voir dans la continuité de cette crise, c'est un peu le rassemblement de ces bonnes synergies pour que certaines économies continuent de vivre, même si le confinement, en fait, leur empêche d'opérer, on va dire, dans la vraie vie. Il y a évidemment plein d'autres choses qu'on a remarquées sur cette crise, et notamment un enjeu, et alors nous qui sommes dans les réseaux sociaux, on est toujours à propos des fun, des mèmes et des trucs comme ça, mais qui au contraire est très sérieuse, et qui en fait est en lien avec notre santé tout simplement. Ce qu'on a remarqué, c'est que le prolongement confiné, et ça les gens l'ont très bien compris très rapidement, allait avoir un impact sur notre corps, sur notre physique. Être enfermé, ça allait être difficile, on allait avoir besoin de mobiliser des exercices de sport. Et on sait que les social media sont en train de nous aider à un peu garder la tête froide. Mais on voit qu'il y a eu une vraie mobilisation de la part des communautés pour transformer les réseaux sociaux pas que en outils de connexion, mais en vrais outils thérapeutiques pour traverser des moments difficiles dans cette crise, et notamment pour certaines populations isolées. Donc le premier truc qui a été très important sur les réseaux sociaux et qui a fait plaisir, c'est que directement, ça a été en fait presque un outil de continuité médiatique pour les institutions officielles. L'OMS et les gouvernements ont eu vraiment une très grosse partie des réseaux sociaux qui sont mobilisés pour partager leurs messages. On a eu les youtubeurs qui sont mobilisés pour se faire le relais des bons réflexes. Donc encore une fois, le social media comme relais de bonnes pratiques de santé. On a eu justement plein de mémeurs, comme on les appelle, mais ces producteurs de contenu humoristique sur les réseaux sociaux qui ont adapté leur contenu pour, pareil, partager les bonnes pratiques de santé à avoir. Et on a même des marques qui ont réussi un peu ce shift-là, puisqu'on a même Gucci qui, tout en gardant son ADN de marque et sa DA, on va dire, très léchée et très aussi même Internet, ont réussi à transformer toute leur ligne éditoriale en conseils et bonnes pratiques pour partager justement le bon message. Donc vraiment là, les réseaux sociaux sont devenus un outil, on va dire, de continuité de messages gouvernementaux et de santé. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que les réseaux sociaux ont vraiment eu un rôle thérapeutique à petite échelle, à communauté. C'est-à-dire que là où peut-être que des médias traditionnels qui n'ont pas une parole aussi libre que les communautés sur les réseaux sociaux ont tardé et ne le font toujours pas peut-être, partagent des récits de personnes qui ont vécu cette expérience, ont partagé justement des conseils d'autres communautés. Là, on voit que les communautés se mobilisent pour ouvrir une parole qui devient thérapeutique et qui devient thérapeutique par justement cette modalité d'expression. On a Corona Couple qui va justement aider tous les couples
à traverser les couples séparés pendant le confinement, à traverser ce moment difficile en partageant des histoires, en partageant des conseils. On a eu une députée en France qui s'est mobilisée pour partager son expérience personnelle, pour justement aborder les sujets de perte de proches, de difficultés de confinement. Donc vraiment, un point d'honneur sur les réseaux sociaux à accompagner presque avec une envie thérapeutique les gens qui sont isolés. Et ça nous a fait remarquer quelque chose chez We Are Social, et là encore on vous présente un petit focus, c'est que nous, encore une fois, avec nos outils, on est allé directement dans les conversations, et on a remarqué en fait que lorsque des gens parlaient de confinement et disaient qu'ils avaient beaucoup d'adaptations à faire pour ce nouveau style de vie, ben on a remarqué qu'il y avait des gens qui, eux, affirmaient que ça n'allait rien changer. C'est-à-dire des gens qui énonçaient directement être à la base isolés du monde réel, et qui en fait n'allaient pas trop avoir de choses changées sur les réseaux sociaux. On a ici JQ Prince qui nous dit que le confinement, il a duré même pas une semaine, et qu'il jure qu'il y a un bon 60% de sa vie qui n'a rien changé dans la routine, et que justement, il dit que d'autres gens ont leur vie qui ont basculé, mais que lui, vraiment, ça a rien fait. On a d'autres gens qui assument complètement que le confinement n'a rien changé, et qui nous met quand même, en fait, une très grosse lumière sur des populations qui, à la base, sur les réseaux sociaux, sont isolées. On voit qu'on a déjà des plateformes, et notamment aux États-Unis, les plateformes Reddit et Imager sont en train d'adapter leur plateforme pour justement, on va dire, repérer ces comportements, on va dire, ou ces récits à risque, et pour justement leur apporter du soutien moral, thérapeutique en période d'isolement. Donc là, un signe très positif, on va dire, de cette crise sur les réseaux sociaux, qui ont montré vraiment que les plateformes et les outils devaient avoir un rôle de thérapeutique et d'accompagnement à la santé mentale, justement, des publics qui l'utilisent. Merci Fabien. Du coup, j'espère qu'on m'entend toujours. En tout cas, si c'est pas le cas, je pense que je le saurai assez rapidement. Donc, je vais enchaîner sur cette 5e partie qui concerne en fait la place et surtout la valeur de la place du divertissement dans ce nouveau lien social. C'est quelque chose dont on a parlé en fil rouge jusque-là, mais en fait, on voulait vraiment y dédier des recherches et essayer d'identifier les choses les plus édifiantes, les plus intéressantes pour nous. En fait, cette réalité du divertissement et du social media, elle va de soi. Du fait qu'avec un confinement qui finalement met l'humanité face à un nombre de temps libre jamais encore jamais atteint, en fait, pour la première fois, on a un maximum de temps libre à notre disposition, et le premier réflexe, c'est d'essayer de contrer l'ennui, de s'occuper. Et pour cette raison, en fait, de nombreux comptes, de nombreuses initiatives ont fleuri, en particulier sur les réseaux sociaux, afin de pouvoir répondre à ce temps qui finalement qu'on espérait, qui est enfin à notre disposition, mais qui peut aussi nous angoisser du fait d'être infini, en tout cas impossible à mesurer, du fait de ne pas savoir la date de sortie du confinement. Et en fait, la première réalité des réseaux sociaux, et ça c'est la fonctionnalité première et fondamentale des réseaux sociaux, c'est de se divertir seul ou à plusieurs. Et en fait, la particularité de ce média sur la période, c'est que ça a été en fait le premier média sur lequel il était très tôt convenu de pouvoir rire de la situation. En fait, c'était le premier média sur lequel on pouvait prendre du recul et venir se divertir, venir échanger, venir rigoler autour des absurdités les plus drôles de ce nouveau mode de vie. C'est la raison pour laquelle chaque jour, le hashtag organique de Twitter, confinement jour 11, 12, 13, 14, agrège certes des news, mais aussi il documente le quotidien de tous les Français, et tous les Français qui parfois ont un peu de second degré sur cette nouvelle réalité et partagent des choses divertissantes, des blagues, du recul. On a des formes originales, on a le premier memeur français, Yugnat, qui partage du coup depuis que des mèmes contextuels, et qui du coup est accepté aussi là-dessus. C'est pas que sur Twitter, c'est aussi sur Instagram qu'on a des réseaux sociaux qui prennent du recul. En fait, c'est des plateformes qui deviennent une sorte de soupape. C'est la raison pour laquelle on y partage aussi les nouvelles particularités de notre quotidien. On partage toutes les formes les plus drôles de cette fameuse attestation de sortie. Et on partage même des vlogs qui jusqu'ici étaient dédiés à documenter des voyages, mais pour documenter le confinement dans 50 mètres carrés ou 20 mètres carrés au milieu du centre de Paris. C'est ça aussi la première fonction des réseaux sociaux, et ça répond d'un côté à ce besoin de se divertir, mais aussi c'est une vraie soupape psychologique par rapport à d'autres médias qui, eux, relaient la plupart du temps des informations certes très utiles, mais des informations qui deviennent anxiogènes. Et enfin, le deuxième pan du divertissement sur les réseaux sociaux, c'est un pan qu'on peut trouver un peu ringard aujourd'hui, ou qui a été parfois tourné en ridicule, c'est celui du challenge. Mais en fait, c'est une vraie réalité du social media. C'est presque à la création du social media, il y a eu le challenge. En fait, à partir du moment où on peut partager avec des amis ou parfaits inconnus des contenus, et du coup, on a envie de se challenger, on a envie de
de reproduire, de faire reproduire quelque chose. Et en fait, très rapidement, alors je vous ferai pas l'affront de vous parler du PQ Challenge qui consiste à jongler avec un rouleau de papier toilette, mais il a une certaine valeur, c'est que du coup, il nous rappelle aussi cette proximité avec des influenceurs ou des sportifs. C'est que du coup, avec un simple montage, on pouvait très bien passer notre rouleau de papier toilette d'une passe à Messi, puis à Ronaldo, puis à mon pote. Enfin, c'était aussi la réalité de ce challenge qui s'est fait de manière très très organique. Mais en fait, une des fonctions du social media, c'est vraiment de partager et de s'occuper et de se divertir. Et c'est la raison pour laquelle on a eu un challenge franco-français Cocorico, qui a été celui de Pénélope Bagieux, qui consiste en un thread infini sur Twitter à dessiner successivement sa Corona Maison et du coup les essentiels qui composent le quotidien de cette Corona Maison. Et ensuite, on a eu des challenges internationaux d'une autre dimension, mais qui ont aussi énormément occupé les Français. Récemment, le Tootsie Slide Challenge de Drake, qui est aussi une manière pour lui d'essayer de gratter la place de numéro 1 sur iTunes via TikTok. Et de l'autre, le Getty Museum Challenge, qui consiste à reproduire une œuvre d'art ou l'image d'une œuvre d'art chez soi parce qu'on a du temps et parce qu'on a des accessoires. En fait, c'est la réalité de cette forme de divertissement et de cette espèce de réflexe du divertissement. C'est d'un côté un social media qui devient une soupape, qui devient un réflexe en fait pour prendre du bon temps, pour s'autoriser à rire de la situation dramatique qu'on vit actuellement. Et de l'autre, c'est ce réflexe du challenge parce qu'on a envie de s'occuper à plusieurs et c'est aussi ce réflexe du challenge qui a expliqué les chiffres exponentiels de nombre d'utilisateurs de TikTok et l'explosion de cette plateforme qui était déjà très forte, mais qui depuis le début du confinement est devenue une plateforme aussi puissante avec un poids aussi grand que les traditionnels Facebook, Instagram et Twitter qu'on connaissait. Ensuite, il y a la réalité du gaming et ce réflexe-là, là je vais passer la main, Fabien, pour que tu en parles plus en détail. Yes. Je fais un mic check et j'attends les messages, mais en effet, ça aurait été difficile de parler du divertissement sur les réseaux sociaux sans aborder le gaming. Alors vous savez que chez We Are Social, on aime beaucoup ça, mais encore une fois, là, c'est la force des choses qui fait qu'on en parle et on a vu quand le gaming, encore une fois, en tant que forme de divertissement, sortait un peu du lot pendant ce moment. Pour vous donner un petit chiffre de contexte, on allait mesurer les conversations en France sur le gaming depuis justement le début du Covid. Aujourd'hui, en France, il y a eu plus de 850 000 mentions qui parlaient du gaming ou faisaient référence au gaming en France en l'espace d'un mois. C'est beaucoup. C'est tellement, on va dire, beaucoup que pour vous donner un comparatif, la Paris Games Week en France, qui est l'événement numéro 1 jeux vidéo, on va dire une fois par an, va générer à lui 860 cas de mentions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Covid a fait parler du gaming autant que le moment annuel du gaming en France. Et on a vu en effet, vous l'avez vu dans plein d'autres éléments de cette présentation, que le gaming, ça a été un divertissement extrêmement consommé, mais ça a été un divertissement surtout qui a inspiré des communautés dans leur format pour continuer d'interagir ensemble et pour aussi appréhender le confinement de manière différente, dans le sens où ce n'était pas une consommation passive comme peut l'être les séries ou la télé. Deux jeux ont vraiment, on va dire, tiré leur épingle du jeu pendant cette période de confinement. Le premier, c'est FIFA. Le premier, c'est FIFA, parce que la France, c'est un pays de football, mais surtout parce qu'en fait, FIFA est un jeu social. C'est un jeu qui est joué a priori et surtout, on va dire en priorité, en ligne et avec des copains. C'est-à-dire qu'en effet, FIFA est devenu aussi un outil de recréation de liens sociaux et de rendez-vous sociaux et d'apéros pour beaucoup de publics en France. Et ça, c'est quelque chose de très positif qui montre en effet que le divertissement jeu vidéo va au-delà de la simple consommation divertissante. Et on a eu un second jeu qui a tiré son épingle, encore une fois, du jeu, c'est Animal Crossing, dont la sortie était juste avant la crise du Covid, mais qui surtout a une promesse particulièrement alléchante pour ce peuple français en confinement, c'est que c'est un jeu dans lequel notre mission est de chasser et de trouver des animaux, de créer des îles et tout simplement d'explorer un univers naturel fantastique. Donc on voit un peu, avec un peu d'humour, comment justement le confinement est appréhendé par les Français. On a envie dans les jeux vidéo de s'enfuir dans la nature et de retrouver les collègues au match de foot. Donc c'est vrai que le gaming, encore une fois, il a sorti son épingle du jeu et a montré qu'on pouvait faire les choses différemment en social media. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans cette dernière partie qui là maintenant je vais laisser à JB et qui concerne plus les prises de parole de marque dans ces moments-là et comment justement tout ce qu'on vient de se raconter avant a été aussi un peu commencé à ingérer, on va dire, par les marques et qu'il y a des communications très singulières qui sont en train de sortir et qui nous intéressent. Merci Fabien. Et du coup, en parlant d'Animal Crossing, n'hésitez surtout pas à m'ajouter afin de visiter mon île.
Et comme le disait Fabien, en fait, notre dernière partie, elle concerne les marques, on pouvait s'en douter, mais en fait, au-delà du lien social et de son évolution à l'intérieur de la société française, on s'est aussi posé la question de l'utilité des marques, du rôle des marques pendant la première semaine et après. Et en fait, c'est l'objet de notre sixième et dernière partie. Pourquoi on a forcément dû se poser la question, parce qu'en fait, ça fait longtemps que dans nos métiers de communicants, on parle de la responsabilité sociétale des marques. On parle de leur purpose, on parle de purpose marketing même. La publicité a même décerné des prix à celles qui étaient les plus efficaces, à celles qui étaient les plus brillantes, aux grandes idées de purpose marketing. Et en fait, la crise, elle aura définitivement mis les marques en face de leurs responsabilités. En fait, sans même volonté de marketing, les marques importantes sociétalement ont dû agir et ont dû partager leurs actions de manière solennelle, en particulier sur les réseaux sociaux. En fait, à l'annonce des décisions gouvernementales de confinement, toutes les marques se sont posé la question de la déclaration officielle. Quel doit être le rôle de la marque pendant cette période de crise sanitaire? Qu'en est-il du social media spécifiquement? Quel va être mon rôle sur le social media? En fait, la première semaine de crise, elle nous aura permis d'observer les initiatives et les réactions des plus iconiques d'entre elles, et ça de manière totalement naturelle. En fait, tous les formats solennels de la première semaine, c'était pas des formats top-down, c'était pas des formats simplement déclaratifs, c'était des actes qui étaient de simple partage d'actions tangibles de la part des marques. C'est la raison pour laquelle on a vu Airbnb, LVMH ou même Decathlon prendre la parole sur les réseaux sociaux. C'était simplement pour relayer une action concrète, une vraie responsabilité sociétale que la marque avait pour l'économie, la société et les citoyens français. En fait, que ce soit pour encourager le plus grand nombre à rester chez soi ou pour remercier ceux qui continuent de travailler, la première semaine, c'était la semaine de la discrétion, de l'humilité et surtout des actions tangibles, d'un purpose qui est pas marketing, d'un purpose qui est intrinsèque à la réalité de la marque et à sa responsabilité sociétale. En fait, un des exemples, c'est par exemple les marques qui sont allées qui ont profité de l'initiative de l'ENA Situation pour faire quelque chose qui, par défaut, aurait pas été juste ou aurait pas été assez grandiloquent ou de grande envergure. En fait, l'ENA Situation, elle a, parce qu'elle s'ennuie d'un côté et parce que du coup, elle a plein d'idées pour aider de manière très citoyenne les Français et son immense communauté, elle a lancé une initiative qui est en fait d'appeler ses amis influenceuses beauté et les marques à céder leur stock de crème hydratante afin d'aider les personnels soignants à se soigner les mains, puisque du coup, à force de se laver les mains, ils souffrent de problèmes de sécheresse des mains. Alors certes, elle a eu des détracteurs, mais ça, c'est une habitude pour elle. Mais en fait, de l'autre, ça a permis aussi à des marques de s'engager sociétalement, sans forcément le dire, mais par le biais de l'ENA Situation et par le biais de sa puissante communauté, d'arriver à s'exprimer et à s'engager la première semaine. Voilà en tout cas l'enjeu du purpose sur cette période. C'est un purpose qui n'est pas commandé, c'est un purpose qui doit se faire naturellement. Et en fait, c'est la deuxième sous-partie de cette idée et de ces faits intéressants, c'est que en fait, au-delà de la responsabilité d'une marque, une fois la première semaine passée, il faut aussi continuer de communiquer. Les gens continuent de consommer et pas que du papier toilette, pas que des pâtes. Détrompez-vous. Et en fait, toutes les marques doivent continuer de communiquer et continuer d'avoir un rôle dans ce nouveau quotidien. Pourquoi? Parce que les gens en ont besoin. Autant la première semaine, on n'avait que la Gen Z qui attendait toujours des messages de la part des marques. Autant aujourd'hui, on a besoin des marques dans notre nouveau quotidien. Alors, ça va être différent, certes, mais on a toujours besoin de communication. On a besoin d'un format publicitaire qui continue d'engager. On a besoin d'un format publicitaire qui soit aussi créatif parce que, à situation exceptionnelle, réaction exceptionnelle et finalement de la contrainte naîtra la créativité ou en tout cas une autre forme de créativité. En fait, la réalité de 2020, c'est ce même. C'est qu'en fait, tous les CMO et CTO des grands groupes ont essayé de transformer digitalement leur boîte et ils ont eu du mal à le faire. S'il y a quelqu'un, en tout cas une entité qui malheureusement a réussi à le faire du jour au lendemain, c'est bien le Covid-19. En fait, du jour au lendemain, le Covid-19 a dématérialisé l'année. Du jour au lendemain, l'année 2020 s'est complètement virtualisée et en fait, c'est complètement digitalisé. Et c'est pas en fait un choix, c'est simplement de la coercition. C'est pour ça qu'on a parlé de coercition digitale. En fait, toutes les contraintes de l'année 2020 vont forcer les marques à continuer de communiquer, mais plus particulièrement sur le social et plus particulièrement sur le digital. Pourquoi? Parce qu'en fait, les marques doivent continuer de répondre aux besoins des consommateurs et en fait, elles doivent continuer de s'adapter. Donc, si les consommateurs passent plus de temps sur les réseaux sociaux, alors on adaptera nos messages aux réseaux sociaux. Et de l'autre côté, sur des médias plus traditionnels aussi, en fait, aujourd'hui, quand je regarde Koh-Lanta, j'ai un billboard
de Deliveroo qui me propose Koh-Lanta qui a déjà été adapté. Aujourd'hui, Deliveroo ne disent pas simplement on vous livre vos repas. Quand je regarde Koh-Lanta, aujourd'hui Deliveroo me dit, avec la voix off, me dit qu'aujourd'hui Deliveroo, c'est certes des repas livrés à domicile, mais en plus des courses d'appoint livrées sans contact. On a déjà des annonceurs et des marques qui ont adapté leur message. Parce qu'en fait, si oui, la première bonne réaction, c'était d'être humble, en fait, la seconde réaction, c'est de continuer d'être créatif, continuer d'engager. En fait, les consommateurs attendent aussi des marques, un peu de second degré, un peu de LOL et surtout de la communication. C'est la raison pour laquelle Burger King l'a très bien fait et a réussi à créer la conversation sur le contexte avec des réponses de marques comme Dorsel ou comme Quick. C'est la raison pour laquelle la Banque Postale ou Orange ont réussi à adapter un message institutionnel au contexte actuel et à le rendre acceptable, en tout cas utile pour les Français. C'est la raison pour laquelle la Banque Postale, avec Gooddeed, a réussi à vraiment s'adapter. Et là où un Netflix aurait très bien pu surfer sur ce contexte parce que forcément tout le monde s'est rué sur Netflix et tout le monde a parlé de Netflix, bah non, ils n'ont pas surfé dessus, ils ont simplement adapté façon Loki leur format de Stan et c'est la seule trace en fait du contexte sur la communication de Netflix. Je regarde l'heure pour savoir si je suis à peu près dans les temps. Il semble que ça va, yes. Mais du coup, on arrive à la fin et en fait, toute cette idée de nouvelle communication, en fait, il y a une industrie pour laquelle c'était assez édifiant de le voir, c'est l'automobile. En fait, par défaut, l'automobile, on se dit, bah, comment je vais réussir à communiquer alors qu'il est encouragé globalement de ne plus se déplacer qu'à l'intérieur de sa propre maison. Pas besoin de voiture pour aller à la cuisine, pas besoin de voiture pour aller prendre ma douche. En fin de présentation, je fais quelques vannes, j'espère qu'elles fonctionnent. Du coup, la réponse, elle était simple. En fait, c'est pas parce qu'on n'utilise plus notre voiture que les consommateurs en social media ont pas toujours besoin de rêver et ont pas toujours besoin de voir des belles mécaniques, de voir du design automobile, de voir des reveals. En fait, les marques aussi, au-delà de la consommation, doivent continuer de faire rêver. On doit répondre en social media à ce besoin fondamental des communautés automobiles, qui est le car porn, et je vous assure qu'il n'y a rien de vulgaire là-dedans. C'est pour ça qu'on a vu, en fait, les constructeurs, au moment de l'annulation du Salon de Genève, complètement transformer leur système de révélation de véhicules pour le rendre totalement digital. En fait, les marques demain et en 2020, elles vont forcément être dématérialisées, elles n'auront pas le choix. Donc voilà un petit peu la réalité. Et vraiment, cet exemple de l'industrie automobile a été assez édifiant sur la réalité on doit continuer à communiquer, on doit continuer de répondre aux besoins de nos consommateurs, qui soient vitaux, consommation de biens de première nécessité, ou qui soient simplement du rêve, du fantasme. On doit continuer de le faire parce que les gens en ont besoin. C'est pas forcément machiavélique de la part de la marque, c'est simplement parce que les gens en ont besoin, il faut répondre à ces besoins et c'est des besoins social media. Alors du coup, en conclusion, on a regardé quels étaient les champions organiques de la période. Que ce soit en termes de conversation autour des marques ou que ce soit en termes de billboard social media organique. Et en fait, ce qui est drôle pour nous et ça nous aide à conclure, c'est qu'en fait, les champions de la période, en fait, ils représentent un peu tous les insights qu'on a parcourus jusqu'ici. YouTube, parce qu'on a besoin d'aide pour notre santé mentale, physique, on a besoin de l'aide des créateurs. Netflix, parce que les Français ont plus que jamais besoin de se divertir. Et Amazon, en fait, parce que oui, indubitablement, les Français continuent de consommer, différemment, certes, mais ils continuent de consommer. En fait, c'est ça la nouvelle réalité, c'est qu'on consomme, on en parle sur les réseaux sociaux, et en fait, le fait de consommer devient une espèce de starter de conversation. Ça fait partie des sujets dont on a envie de parler. On a envie de documenter les courses qu'on a réussi à avoir. Je sais que c'est triste, mais ça fait partie des conversations social media, même en dark, qu'on peut avoir. Et de l'autre côté, sur les tweets organiques, en fait, les champions, ils représentent aussi ce besoin d'une communication plus légère. Ils représentent ce besoin de recul, de second degré. Si on va sur les réseaux sociaux, c'est pour des messages qui soient peut-être un peu moins chiants, un peu moins premier degré qu'à la télé. Et en fait, il faut jouer ce contexte. Il faut être rassurant, il faut être cool, il faut être humble, il faut être transparent. En fait, il faut continuer de communiquer, mais différemment, parce que les Français continuent de consommer, mais différemment. En fait, pour conclure, et on s'arrêtera là, et on vous offre 10 minutes de questions-réponses après la conclusion de Sandrine. En fait, c'est très très simple, et du coup, Fabien, je te laisserai aussi la main sur la conclusion. En fait, de manière très simple, 2020, ce sera l'année du social media, ce sera l'année du digital, ce sera surtout l'année de la conversation organique, mais pas par choix stratégique, ni de l'agence, ni des communicants, ni des marques, ni des annonceurs, mais simplement parce que les marques, elles doivent s'adapter constamment aux usages de leurs consommateurs. Et les Français continuent de consommer. Donc en fait, c'est simple, c'est vraiment trivial comme conclusion, mais parce que c'est la réalité des Français, alors c'est la réalité des marques. J'ai pas plus compliqué que ça comme conclusion et je m'arrêterai là. Mais voilà, parce que les Français consomment, les marques communiquent, parce que les Français
consomment et en parlent en digital et en social, les marques doivent de plus en plus s'adapter au code et au format social media. Ben, mais je vais continuer ta conclusion, JB. C'est vrai que nous, pour simplifier et tout reporter, on a mis ce sommaire-là pour voir qu'est-ce qu'il y avait à retenir. Et outre tout ce que dit JB, évidemment, qui est évident sur cette notion de la consommation et des marques qui vont servir de langage aux gens pour continuer leur sociabilité, on a vu que le social media vraiment, en fait, était en train de montrer les muscles pendant ce moment-là et de montrer qu'il y avait plein de fonctions intéressantes. On voit que là, la tonalité principale des communautés est vraiment autour du care, de l'aide. On n'est plus sur un focus sur le like and follow. On veut vraiment avant tout aider les gens et c'est ça qui nous fera sortir. On voit que, en effet, si on était individualiste et qu'on n'avait pas un dénominateur commun avant le Covid, maintenant on en a un, et que même en fait les influenceurs le sentent. Donc ça, en fait, c'est vraiment un motto. Maintenant, on doit être créatif pour être vu, et ça, c'est ce que tu dis, JB. Nos marques aujourd'hui, elles doivent s'adapter, et c'est vraiment ça qui fait gage de créativité aujourd'hui, l'adaptation. On est en train de voir que le social media, c'est pas que pour du fun non plus. On voit qu'il y a des vrais business qui étaient là et qui vivaient grâce à ce qui se passait hors de nos maisons, qui peuvent potentiellement trouver des solutions de maintien de vie, on va dire, sur les réseaux sociaux grâce à notre social economy. On voit que la santé mentale est un sujet crucial pour les réseaux sociaux et ça, on ne pourra que le répéter. En effet, les réseaux sociaux, c'est un lieu d'échange et de conversation et donc on doit prendre soin des gens qui y sont. On voit aussi quand on dit escaping home que le divertissement est devenu langage aussi et que en fait ce divertissement est primordial parce qu'il nous permet de rester connecté aux gens. Et comme l'a très bien dit évidemment JB pour cette fin, faites de la publicité différemment. Adaptez-vous. Les communautés sociales et les publics en fait ont une résilience incroyable et les réseaux sociaux sont un outil qui ont permis d'adapter tellement de choses et potentiellement aussi d'augmenter beaucoup de nos liens sociaux. Et nous, on y voit mine de rien une conclusion positive pour les marques car c'est juste de l'adaptation et de la créativité qui fera que on pourra créer des campagnes qui sont folles justement dans cette période un peu difficile. Et je vais laisser du coup la parole à Sandrine pour conclure et aussi terminer en remerciant Jérémy, Valentine, évidemment Kevin et Antoine qui nous ont aidés à travailler sur ce document et David, bon anniversaire. Merci beaucoup Jean-Baptiste, merci beaucoup Alors, Fabien. j'ai pas la question, On est navré des petits problèmes de régie. Merci à tous d'avoir participé, vous étiez nombreux, on a vu vos commentaires. J'espère que ça vous a inspiré. Et si c'est le cas, je vous donne rendez-vous même heure, jeudi 24 avril, avec un nouveau webinaire What the Future sur YouTube Live. Ce prochain sera dédié à Facebook Horizon. Avec Stéphane Maguet, qui est notre directeur de l'innovation, qui prendra la parole sur les mondes virtuels qui sont assez à propos en ce moment. Voilà, donc merci à vous tous. A priori, il y a Fab qui essaye de parler, mais comme on l'entend pas, j'ai repris la parole. Donc merci à vous tous. On est juste à l'heure. Et puis bonne 25e journée en confinement.